Salut tout le monde. Aujourd'hui, on est dehors sous une grange parce que il pleut. Voilà, j'aurais bien voulu vous emmener aux hortensias. On aurait fait H comme hortensia. Puis moi, en fait, je voulais vous faire H comme hémiplégie pour vous parler de certains modes de certaines manières de poser les problèmes sur les plateaux télé aujourd'hui, qui est extrêmement limitant, qui est plutôt intéressant. Mais bon, il se trouve que suite à 2 commentaires dans la discussion, j'ai choisi de vous faire H comme histoire. H comme histoire. Alors, je vais vous en parler dans un sens très particulier, à partir d'une position particulière. Moi, je ne suis pas historien. J'ai reçu une formation en philosophie, en sociologie, en sciences politiques. Et comme tout le monde, jusqu'au bac en histoire, un petit peu plus, j'en ai fait aussi en master. Mais vraiment, c'est pas ma compétence, c'est pas mon domaine. Et donc, comme un étranger à cette discipline, je vais vous faire part d'une frustration, vous proposer quelques modèles, quelques idées, vous expliquer comment ils sont venus à mon esprit. Et le but de tout ça, c'est d'essayer de penser une situation dans l'histoire des Gilets jaunes. Voilà, j'ai envie de faire ça. J'ai envie de partir de quelques réflexions sur ce que pourrait être une histoire comprenant les logiques anthropologiques comme moteur principal de l'évolution des sociétés humaines. Voilà, partir de là pour aller vers, essayer de comprendre où on en est de notre histoire et que signifient les Gilets jaunes dans le surgissement de la scène, dans le surgissement des Gilets jaunes dans la scène publique contemporaine. Et voilà, comment est-ce qu'on pourrait en faire une interprétation historique. Bon. Alors, avant de commencer, je précise. Moi, j'ai pas de formation d'historien, j'ai eu une formation en sociologie, en philosophie, en sciences politiques, mais je suis pas historien. Donc, ce que je vais dire n'a aucunement la prétention de venir s'introduire dans la méthodologie de nos chers collègues historiens. Voilà. En revanche, il est vrai que, et ça depuis l'enfance, en voyant les frises chronologiques des événements, je ressens, ce que ressentent probablement beaucoup de gens, une espèce de frustration par rapport à une succession d'événements, de modes de production, d'organisation sociale, d'histoire des religions, etc. Une espèce de feuilletage comme ça d'histoires différentes, sans mise en cohérence logique de l'ensemble. Alors on trouve ça dans le matérialisme historique de Marx, une succession de modes de production dont vraiment le moteur est un rapport de force à l'intérieur des classes sociales. Mais dans l'histoire qui domine aujourd'hui et qui est enseignée à l'école, on n'a pas de mise en logique. Et voilà, ce que je vais vous proposer, c'est une espèce d'aperçu de ce que pourrait être une histoire anthropologique, en tout cas une histoire qui considère que le moteur de l'évolution humaine, c'est la culture. Voilà, c'est la chose culturelle, c'est l'œuvre de culture. Bon. Alors, je vais vous raconter comment j'ai commencé à m'intéresser à ça et puis comment je continue à m'intéresser à ça. J'ai commencé à m'intéresser à ça alors que je faisais un terrain en Égypte en 2006, à Alexandrie plus précisément, et j'essayais de comprendre l'enchaînement des choses. Non pas à partir du basculement d'un président à l'autre, non pas à partir de tel ou tel attentat, tel ou tel événement, mais vrai, et non pas non plus dans la linéarité de l'évolution des courbes de population à Alexandrie. J'essayais de comprendre quelle logique souterraine de l'action sociale s'était succédée dans la bonne ville d'Alexandrie. Et j'en étais arrivé à l'idée suivante. En gros, il y a 3 états sociaux dynamiques, c'est-à-dire des états sociaux dont la caractéristique est d'appeler le prochain. Voilà, déclencher le prochain. Ces 3 états sociaux dynamiques, je les avais appelés le désordre, la purification et la symbiose. Bon. Et les 3 s'étaient enchaînés de la manière suivante. D'abord un modèle symbiotique, c'est-à-dire à Alexandrie, une ville composée par énormément de toutes petites communautés dont la survie dépend en fait de l'ensemble des autres petites communautés. Donc un modèle de symbiose, chacun reste très différent de l'autre, mais la survie de chacun dépend de la survie de l'autre. Bon, donc ça c'était un modèle symbiotique. Suite à quoi, ce sur quoi est arrivé un modèle colonial, et puis qui a permis la survie du modèle symbiotique, voire qui l'a renforcé.
mais auquel a succédé un régime post-colonial, nationaliste, socialiste, qui a éradiqué ce modèle symbiotique pour le remplacer par une administration des choses qui, au départ, avait une forte valeur, tiens voilà quand je vous disais qu'il pleut, symbolique autour du socialisme et du nationalisme, et qui s'est progressivement vidé pour devenir pure administration, c'est-à-dire système dans lequel tout fonctionne et personne ne sait qui il est. Donc, symbiose, désordre, tout fonctionne mais personne ne sait qui il est, et purification, à un moment donné, quand personne ne sait qui il est, les gens se rassemblent et tentent absolument de produire une pureté identitaire, et d'expulser absolument tout ce qui ne serait pas pareil autour du totem d'une identité totale, absolue, incontestable. En l'occurrence, autour d'un islam radical en ce qui concerne Alexandrie, quand j'y étais et que j'assistais à des pogroms anticoptes, qui étaient les derniers de la phase symbiotique à être encore là. Bon, ça c'est comme ça que le goût m'est venu de chercher des étapes, des périodes correspondant à des logiques sociales dynamiques, c'est-à-dire pas figées, mais qui amènent celle d'après. Ça ne veut pas dire que toute société symbiotique va basculer dans un état de désordre et que tout désordre va découler dans une forme de purification. Non, ça veut dire que la dynamique sociale qu'on avait sous les yeux peut être appelée ainsi et qu'elle a appelé ça. Donc j'ai commencé à creuser ma tête autour de ça. Et puis, toujours dans cette même frustration par rapport à l'ordonnancement des événements et des successions qu'on peut faire aussi bien en anthropologie historique qu'en histoire, en parallèle de mon travail, à côté de la rédaction de La France de Traverse et des volumes à venir, là, le premier vient de paraître, mais ceux qui suivent sont en préparation, j'ai commencé à proposer un bouquin proposant un rapprochement entre l'histoire et l'anthropologie, dont je vais vous livrer en quelque sorte le brouillon aujourd'hui. Voilà. Pour qu'on s'amuse un petit peu différemment dans l'histoire. Moi, j'ai proposé d'imaginer que, dans le fond, c'est une pure hypothèse, hein, c'est une expérience de pensée, c'est un jeu de l'esprit que je vous propose. Mais pour jouer, je vous propose de réfléchir au modèle suivant. Soit 4 phases de l'humanité qui se succèdent sans arrêt. Alors, elles se succèdent dans chaque société. Elles se succèdent parfois à l'intérieur de chaque société. Les étapes ne sont pas exclusives les unes des autres. On peut avoir dans une société donnée certains types de faits qui expriment telle période et certains autres types de faits qui expriment telle période, mais peu importe. Gardons l'idée qu'il y a 4 phases. Les 4 phases, vous allez voir, c'est très très facile à retenir. On arrive dans un endroit, et la première phase c'est habiter le monde. Quand on en a marre d'être dans le même endroit et qu'on commence à l'avoir bien structuré, bien habité, bien mis en ordre, deuxième phase, l'expansion. Explorer le monde. Sortir de là où on est, aller l'explorer. Deuxième phase. Troisième phase, ça serait liquider le monde. Liquider le monde. On a tout exploré, on passe à la phase de liquidation. Et enfin, une fois que le monde est liquidé et qu'il n'y a plus de monde, il reste plus qu'à errer dans les ruines fumantes du monde post-fin du monde et tenter de refaire culture. Seulement, c'est pas la même chose que de faire culture une première fois, que c'est pas le geste originel, quoi. C'est refaire culture post-destruction. Le mélange, évidemment, n'est pas le même. Je vais repasser dans ces 4 phases d'une manière différente. Je vous dirais que le geste qui correspond à la première phase, habiter le monde, c'est construire un hôtel. Construire un hôtel, un temple, un lieu dans lequel on dit voilà l'ordonnancement du monde ici, voilà ce qui correspond à notre culture, voilà comment est-ce que nous peuplons le monde de symboles, et voilà comment nous inventons le monde. En fait, un monde, c'est ça. Un monde, c'est l'existence qu'il y a autour de nous, ce qui nous environne, tel que nous l'interprétons. C'est un monde meublé par une culture. C'est ce qu'il y a en tant que c'est interprété culturellement. C'est ça un monde. Un monde, ça dépend d'une culture. La fin de la culture, c'est la fin du monde, littéralement. Ça n'a rien à voir avec la fin de la biosphère, qui est une autre catastrophe. Seulement, effectivement, quand on n'a plus de monde, quand on n'a plus d'interprétation de ce qui est, c'est difficile de respecter la biosphère. On est devenu comme un espèce de cheval débile et on massacre tout. J'avais cheval fou en tête et je voulais dire plus fort, donc j'ai dit cheval débile. Que les chevaux me pardonnent si vous regardez cette vidéo. Bisous les chevaux. On revient un petit peu en arrière.
Donc, habiter le monde, l'étape, c'est faire un hôtel. Bon. Quand on explore le monde, je vous propose que le jeu principal des sociétés qui en sont à la phase d'exploration du monde, il s'agit de détruire les hôtels des autres. Voilà, brûler les hôtels des autres. Deuxième phase. Que ce soit sympathique ou atroce, il s'agit bien de ça qui se passe. On s'étend, et en étendant sa sphère culturelle, en fait, on détruit les hôtels des autres. Une fois que on a atteint le maximum d'extension, on se retrouve dans une situation dans laquelle, finalement, on n'a plus que son propre hôtel à brûler, et on a tellement systématisé le rapport d'exploitation du monde, le rapport d'utilisation du monde à l'extérieur, que on brûle son propre hôtel. Et à partir du moment où on brûle son propre hôtel, c'est l'effondrement du monde. Voilà. C'est le moment dans lequel nous n'habitons plus dans un espace interprété culturellement et auquel nous rendons un culte. Nous habitons n'importe où, nous en faisons n'importe quoi. C'est la liquidation du monde. Première étape, habiter le monde, construire un hôtel. Deuxième étape, explorer le monde, détruire les hôtels des autres. Troisième étape, dévorer son propre hôtel, liquider le monde. Quatrième étape, tout simplement, tenter de reconstruire, tenter de réinventer une manière d'être au monde et de l'interpréter. Voilà. Alors je peux vous donner des exemples à travers l'histoire humaine de telle ou telle phase. Une phase qui est un petit peu parlante comme ça pour regarder la fondation, c'est le moment de la fondation de Snøland ou de l'Islande. On est en 930 de notre ère et voilà, des Vikings arrivent là et je dis n'importe quoi d'ailleurs, c'est une population très, très composée qui arrive là. Et littéralement, ils arrivent dans un endroit, ils appellent ça la terre des neiges, le pays des neiges. Bon, leur lieu où ils se rassemblent, ils appellent ça la plaine du Parlement. Et puis le mec qui est le président de cette assemblée, il appelle celui qui dit la loi. Bon, c'est littéralement commencer à nommer très simplement. J'aime bien cet exemple-là parce que les termes sont très simples, sont très immédiats, sont très peu interprétés. C'est littéralement dire le monde. Nous sommes là. Nous sommes ceux de là. Voilà. Nous sommes ceux de là. Nous sommes ce peuple qui est là. Bien. Si vous voulez voir, je l'ai déjà cité, un peuple en plein habiter le monde. Vous regardez la manière dont Jean Rouch a filmé les Songhai et le rite de la pluie. Tiens, mais quand je parle de la pluie, boum, elle tombe. Là, vous verrez très précisément comment est-ce qu'ils célèbrent leur alliance avec les différents éléments, avec le serpent arc-en-ciel qui va mettre... D'ailleurs, je prie le serpent arc-en-ciel de bien mettre l'eau bien profonde dans mes nappes et pas seulement de l'envoyer dans la rivière. Merci. Merci, serpent arc-en-ciel. Comment est-ce qu'on va aussi prier pour que les hippopotames soient là, qu'on puisse les chasser, etc. Enfin, c'est vraiment le renouvellement de l'alliance avec les dieux, en les incarnant, en les jouant soi-même, en devenant soi-même, pour un instant, la part vivante du Dieu. Bon. Si vous voulez des beaux exemples à la fois fastes et néfastes de l'étape explorer le monde, je ne vous propose pas seulement la mondialisation, je vous propose ces prémices, par exemple, l'âge d'or de l'Empire espagnol, qui correspond d'ailleurs à ce grand moment d'expansion maritime et du commerce maritime et de la colonisation et de la guerre à autrui tout azimut, mais surtout en Amérique du Sud. Cette phase-là correspond simultanément à l'âge d'or de la piraterie, ou d'une certaine piraterie. Et on a donc d'un côté le motif néfaste, où on voit l'atrocité, et de l'autre, on voit ceux qui sortent de leur régime social, qui réinventent une espèce de grande autonomie, une grande liberté, etc. C'est vraiment le moment où on sort du cadre. On sort du cadre pour le meilleur et pour le pire. Mais que ce soit pour le meilleur ou pour le pire, d'un côté, directement, on brûle les hôtels des autres, et de l'autre, on invente un mode d'être dans lequel on va réécrire les règles à chaque fois qu'on se rassemble. On rend les hôtels complètement ineptes. En fait, là, c'est dans la phase piraterie. Hein. Vous savez que dans l'âge d'or des pirates, littéralement, le capitaine était élu le capitaine, et à chaque fois, on rédigeait un espèce de code dans lequel on disait ce qu'il y a de bon à faire, ce qui est interdit au contraire.
Et c'est littéralement un endroit dans lequel la loi n'est plus liée à un hôtel, elle n'est plus liée à un temple, c'est une alliance d'hommes sur un bateau. Pendant un temps donné, il y avait des femmes, elles étaient relativement rares, et la loi n'a plus rien de sacré, elle est simplement cet accord. Donc c'est vraiment d'un côté l'exploration des limites du monde, d'un autre côté l'exploration des limites de la liberté. Enfin c'est très fort comme moment. Pour liquider le monde, évidemment la meilleure phase à considérer c'est la nôtre, je pense, mais et pour ceux qui ont envie d'autres, justement allez voir Jared Diamond d'Effondrement. Et pour ce qui est de cultiver les mondes, de tenter de reprendre la 4e phase, je pense que c'est ce qu'on est en train de vivre un petit peu. Alors, si vous voulez un exemple de vie concomitante de 2 épisodes, de 2 périodes, de 2 modes d'être au monde, de 2 manières de faire culture, encore un film de Jean Rouch, c'est le moment dans lequel la puissance coloniale britannique écrase des populations au Ghana, les soumet, et lui il filme une secte, donc ça s'appelle les Maîtres Fous. Il filme une secte ghanéenne dans lequel lors de trance, on va incarner le roi d'Angleterre, la reine d'Angleterre, le docteur, la femme du docteur, le colonel, etc. Et donc on va se mettre en transe et devenir l'occupant. Et moi je trouve ça très, très fort parce que on a qui vivent en même temps une période qui est clairement l'exploration du monde, qui est quasiment au moment de basculer dans la liquidation du monde. On est vraiment en train de brûler les hôtels des autres. Et des gens qui continuent à faire des hôtels, qui sont toujours en train d'interpréter le monde tel qu'il est face à eux. Voilà. Eux, ils sont dans un modèle qui est beaucoup moins agressif, beaucoup moins destructeur, qui reste à l'intérieur, et ils intègrent, ils assimilent. En fait, ils déploient, d'un point de vue anthropologique, probablement beaucoup plus de puissance que les Anglais d'en face. Néanmoins, ils restent dominés militairement, techniquement, économiquement. Ça va, ça vient, cette histoire. Je pense que le dieu de la pluie agrée ou réprimande ou refuse mes paroles, et donc quand il est d'accord, il arrête, et quand il n'est pas d'accord, il met une grosse vague comme ça. Bon. Et je te ferai dire que moi ça me fait très plaisir parce qu'on manquait d'eau. Hein. Bon, voilà. Excusez-moi, je parle toujours avec les éléments autour parce que, comme vous le savez, nous entretenons des relations politiques étroites et donc il faut quand même essayer de garder le contact, garder la parole. Alors, j'ai volontairement proposé cette manière d'accoler des modes d'existence, des logiques sociales, parce que c'est là maintenant que j'en viens aux Gilets jaunes. Il me semble que les Gilets jaunes sont dans la phase 4, alors que le gouvernement est dans la phase 3. Le gouvernement que nous avons dans une pure rationalisation de la liquidation du monde. Il cherche à liquider le monde. Voilà, liquider. Détruire tous les symboles, mettre tout en chiffres et en exploitation. Il y a une désacralisation totale du monde dans lequel il évolue. Même la personne humaine ne vaut plus rien, c'est du chiffre. Le stock de viande humaine qu'on gère à travers les viols politiques, c'est du chiffre. Et face à ça, vous avez des gens qui, sont déjà dans un monde détruit. Vivent déjà dans des aires d'autoroute, sont déjà parfaitement conscients de la destruction de tous les écosystèmes autour d'eux, sont conscients de la déconnexion de leur vie et de leur environnement, ou en tout cas de la frustration qu'ils peuvent vivre à l'intérieur de cette vie. Et ils cherchent à reconstruire du souverain, à travers la justice sociale, à travers la justice fiscale, à travers le RIC. Tout ça cherche à reconstruire du souverain, c'est-à-dire quelqu'un capable de redire le monde, de réinterpréter le monde, de recommencer à faire des choix et de la délibération collective sur ce qu'on va faire de ce monde. Ce que pour l'instant, le gouvernement évidemment ne laisse pas l'opportunité de faire. Et donc on a d'un côté celui qui va, à travers la Startup Nation, à travers Carrefour, à travers Sanofi, privilégier la liquidation du monde. Ils n'arrêteront leur croissance que quand ils auront détruit le dernier ver de terre de cette bonne terre de France. Et en face, des gens qui disent mais non, nous on est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Ce qui est la geste première de la fondation d'une culture. C'est-à-dire dire je suis là, je suis de là, et autour de moi je vais interpréter ce qu'il y a,
et je vais rendre un culte à l'ordonnancement local du monde. Culture, c'est ça, c'est cultiver une terre, travailler une terre à la fois avec la charrue, mais avec le symbolique surtout. Ça consiste à être de là où on est. Et c'était l'invention géniale des ronds-points que de dire, mais non, vous pouvez pas faire que passer par là, vous vous arrêtez là et on parle, on se parle. Et on se parle à un niveau tellement primordial, tellement premier du politique, que peu importe que vous soyez de droite ou de gauche, c'est pas ça la question, on doit redevenir d'abord du souverain, redevenir capable de faire culture. Bon. Alors, on va mettre un peu de couleur dans tout ça pour finir, mais pas trop longtemps parce que ces vidéos sont courtes dans cette série. Je me suis amusé à mettre des noms autour de ces périodes, des noms d'humanité. Comme ce sont des humanités successives, des modes d'être au monde successifs. Alors d'abord, il y a celui qui fait œuvre. Il est là et il fait œuvre. Allez, on va l'appeler l'homo faber. Il interprète le monde, il fait culture, il habite le monde. Il est là et il habite le monde et ça lui suffit. Le deuxième, celui qui est tout le temps en train d'explorer, de partir partout ailleurs, d'être dans un état d'insuffisance. Le progrès, il faut que le monde de demain ne soit pas celui d'aujourd'hui parce que ce qui est aujourd'hui est insuffisant. Vous voyez à quel point on est à l'opposé des sociétés traditionnelles. Ce qui est aujourd'hui est insatisfaisant, il faut que demain soit meilleur qu'aujourd'hui. Celui-là, je l'appelle Homo ambulette. Voilà. Homo ambulette, je trouve ça rigolo. Ça le remet un peu à sa place, on dirait qu'il a une pauvre motocyclette. Voilà, c'est l'homo ambulette. Bien qu'il soit extraordinairement dangereux, je le trouve trivial. Donc on a d'abord l'homo faber, voilà, qui habite le monde. L'homo ambulette, qui explore le monde et qui brûle les hôtels des autres. Le troisième, c'est l'homo apocalyptique. Hein. C'est celui qui détruit tout. Il détruit tout. Il liquide. Comme le monde n'a plus rien de sacré, tout est permis, ne peut pas s'en empêcher. Il liquide toutes les conditions de son existence. Il détruit tout. Il a toutes les mauvaises réponses à la destruction de son environnement. Bon. Et puis nous, on est les hommes à poil. On est l'homo nudus, l'homme tout nu, l'homme nu, celui qui a été dépossédé de son monde et qui doit réinventer quelque chose, qui doit réinventer une position de souveraineté à partir duquel il interprète le monde et il fait monde avec les autres. Il admet que tous les autres groupes, ceux qui ne sont pas lui, inventent le monde aussi, qu'il y a une pluralité de mondes, que cet ensemble forme le monde commun. Bon. Amen, Hannah Arendt. Je dis ça parce que le concept de monde commun a été essentiellement développé par Hannah Arendt. Quand il pleut comme ça, je pense que vous n'entendez rien. Hein. Peut-être on pourrait attendre la fin de la pluie. Ce que je voulais vous dire, en fait, tout simplement, c'est que le face-à-face entre le gouvernement, la force de l'ordre d'un côté et les gilets jaunes de l'autre, on pourrait dire entre le gouvernement, la force de l'ordre, ceux qui ne se sentent pas du tout gilets jaunes d'un côté et les gilets jaunes et ceux qui se sentent gilets jaunes de l'autre, c'est le face-à-face entre l'homo apocalyptique, celui qui liquide tout, et puis l'homme nu, qui veut reprendre le droit d'être humain, qui veut tout simplement reprendre la dignité et le droit d'être humain. Bon. Alors, une dernière chose, je me permets de dire ça parce que il me semble qu'aujourd'hui, gilet jaune, ça veut dire plusieurs choses. Je retrouve beaucoup dans les entretiens une manière de se positionner chez des gens qui me disent « Moi, je suis gilet jaune » sans en porter et sans aller au manif. Et en fait, c'est pas exactement comme on dirait « Moi, je suis de gauche » ou « Moi, je suis communiste » ou « Moi, je suis ceci ». Mais c'est quand même une nouvelle identité politique. Une nouvelle identité politique qui correspond à des opinions. Voilà. Aujourd'hui, je voulais les replacer dans l'histoire. C'est une force qui surgit, les gilets jaunes, parmi d'autres forces. C'est une force qui surgit lorsque il existe encore, c'est bientôt la fin, mais il existe encore des tenants de la liquidation du monde. Face à la liquidation du monde et face à la liquidation de l'humanité comme aptitude culturelle à interpréter, comme
ce qui est là et qui est capable de faire ce geste premier de poésie et de politique, quelle interprétation du monde. Voilà. Ben, quand on a encore des liquidateurs, parce que le monde n'est pas totalement effondré, ben en face, il y a déjà des hommes et des femmes nus qui disent mais nous on veut être humains. Voilà. On veut retrouver la dignité de l'humanité. Voilà. Vous ne ferez pas de nous des chiffres. Et c'est probablement pour ça qu'il y a des points de jonction qui s'opèrent avec des gens qui s'opposent à la manière dont les biopolitiques de santé sont développées aujourd'hui. Biopolitique de santé, excusez-moi, c'est un pléonasme. Bon, ben, la vidéo est déjà trop longue. Je vous souhaite beaucoup de joie et beaucoup de pluie parce que la pluie est bonne. Bisous à tous et à toutes. Et à la semaine prochaine.